Nous sommes ravis d'accueillir en ce début d'année que nous souhaitons belle et heureuse à toutes et à tous les rendez-vous de la Fondation AIA, puisque pour la première fois, cet événement, ce cycle de conférences qui a lieu 3-4 fois par an, se tient pour la première fois à Nantes. Il se tenait historiquement sur Paris. Et nous avons décidé de le faire tourner en région. Donc quand je dis en région, où nous sommes installés de façon dans nos sites principaux que sont Nantes, Paris et Lyon. Donc il y aura un autre cycle de conférences qui aura lieu au printemps sur le thème de numérique et santé, qui se tiendra également ici, que nous co-construirons avec Doctolib, donc que vous connaissez peut-être tous personnellement pour la prise de rendez-vous et qui révolutionne la façon de voir la santé au sens large, et nous co-construirons cet événement des rendez-vous de la Fondation également avec la ville de Nantes, qui est très active sur tout ce qui est numérique et santé. Donc un petit mot pour resituer la Fondation AIA et les rendez-vous de la Fondation AIA, aussi bien pour vous les AIA en interne, puisque vous n'avez pas forcément l'occasion d'assister à ces rendez-vous de la Fondation, donc qui étaient plutôt parisiens, et également pour nos invités externes que je remercie ici d'être venus, et je sais que c'est compliqué de se déplacer, et certains ont mis un certain temps, donc je pense que les gens vont arriver au fil de l'eau. Donc la Fondation AIA est née finalement de la réflexion historique des fondateurs d'AIA, donc Yves Gélusseau pour pas le citer, qui se sont interrogés sur la façon de vivre dans nos bâtiments, que ce soit des bâtiments de santé ou que ce soit d'autres bâtiments. Donc comme vous le savez, le groupe AIA Life Designer place l'usage, le bien-être et l'attention à l'autre au cœur de ses projets. Et donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, après avoir fait des voyages d'études, des colloques pour s'interroger sur toutes ces pratiques, on avait fait un grand colloque au Sénat sur le malade, l'hôpital et l'architecture, avec un petit peu tout l'écosystème du monde de la santé, que ce soit de la construction, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques. Et à l'époque, Claude Évin, qui était président de la Fédération hospitalière de France, nous interpelle et nous dit « Eh bien, maintenant, comment mettez-vous à disposition, je dirais, toutes ces réflexions, toutes ces co-constructions que vous avez faites avec cet environnement santé à la disposition du public, quelque part, pour faire avancer, à notre petite échelle, mais pour faire avancer un petit peu les choses. » Et donc, on a créé la Fondation AIA, dont le thème est l'architecture, la santé et l'environnement. Donc, au début, beaucoup avec un environnement santé, donc des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des gens qu'on appelait les ARH, qui sont devenus les ARS. Et donc, tous ces acteurs de santé ont constitué un comité scientifique qui nous a accompagnés sur plusieurs travaux, sur une réflexion de l'hôpital de demain, c'est quoi, sur le grand âge et sur tout un benchmark qui a été fait sur les hôpitaux. Et puis, il y a eu une deuxième vie à la Fondation qui est venue d'une rencontre que nous avons faite dans nos métiers au travers d'une structure que nous avons, avec laquelle nous nous sommes mariés, fiancés puis mariés, qui est l'agence d'architecture AAE, donc qui avait été fondée par Jean-François Capet, Yavli et Prière-Henri Montel, qui nous ont accompagnés beaucoup et qui nous ont permis d'apprendre beaucoup sur ces grands projets environnementaux. Et donc Jean-François a pris la présidence de la Fondation AIA. Donc Jean-François, vous allez l'entendre, il est au premier rang là. Il n'est pas très grand, mais il est très intelligent. Et donc Jean-François a amené une approche, il n'est pas du tout de ce secteur, de la santé. Par contre, c'est un homme de l'environnement, c'est un homme je dirais, d'une attention à l'autre qui venait d'un autre prisme que celui de la santé. Et donc cette rencontre entre santé et environnement a beaucoup évolué dans les travaux de la Fondation AIA. Et Jean-François Capet, donc président de la Fondation AIA maintenant,
et Simon Davis, le vice-président de la Fondation AIA, qui est aussi le directeur de notre studio environnement, vont vous en parler sur le fond de ces travaux. Donc voilà, c'est pour nous important, ce premier rendez-vous de la Fondation qui s'intitule « La ville de tous les âges », qui fait suite à un autre colloque qui avait eu lieu, qu'on avait co-construit avec le Gérontopôle des Pays de la Loire historiquement, qui se tenait à l'école d'architecture. Soisy Kangomar, qui est au fond là et qui nous a accompagnés longtemps et qui continue à nous accompagner en tant que délégué de la Fondation AIA, avait beaucoup œuvré pour ce colloque. Et donc ça fait suite à cela, ça fait suite à l'implication du professeur Beru également, qui n'est pas là ce soir, mais je sais qu'il nous accompagne par la pensée, et qui ont beaucoup œuvré pour avoir cette réflexion entre urbanisme et la ville de tous les âges. Je dirais, quelles évolutions, quels aménagements, quel bâti, quel urbanisme au sens large, et quel acteur se positionne sur l'ensemble de ces réflexions. Donc nous avons la chance d'accueillir Willy Ciré et Madame Bernade, donc je présenterai un peu plus tout à l'heure. Mais je souhaiterais donner la parole à Jean-François et à Simon, qui vont nous expliquer la Fondation AIA, le fond, la forme. Bonsoir à tous, à toutes. Bon, vous savez tout, je suis petit et intelligent. Et je suis vieux aussi, donc je suis dans le sujet. Donc, voilà. Alors, effectivement, en 2014, on a repris la Fondation sur le sujet architecture, santé, environnement. On a décliné ça sur cadre de vie, cadre de ville, santé, environnement. Et donc, avec les chercheurs, on a avancé sur le sujet. Et on a sorti donc en 2016 un premier ouvrage qui s'appelait Bien vivre la ville, donc qui recherche les relations entre je dirais, on appelle ça le milieu humain, c'est-à-dire l'individu, et le milieu urbain. On se dit, comment se fait-il que le cadre de vie qu'on a bâti, nous les hommes, les humains, soit aussi peu favorable à la santé, quelque part, puisque la santé ne cesse que de se dégrader, malgré les progrès de la médecine. Donc, voilà. Et donc, peut-être qu'avons-nous une certaine responsabilité dans le sujet. Hein. Toi, tu sais qu'on a une responsabilité dans le sujet, hein. C'était environnement. Oui, effectivement, avec la Fondation, on défend une vision de la santé qui est globale et positive. C'est-à-dire, c'est pas juste le fait de soigner, c'est pas juste le soin, c'est aussi toute la dimension à la fois préventive et la dimension de l'épanouissement, c'est-à-dire aussi vivre avec sa maladie, vivre avec sa vulnérabilité. Et on adresse aussi bien les questions de bien-être physiologique, mentaux que sociaux. Et dans l'ouvrage Bien vivre la ville, on dresse vraiment un état des lieux, des relations historiques aussi, entre l'urbanisme et la santé. Et l'ouvrage se projette avec les enjeux qui sont les nôtres maintenant, qui sont à la fois des enjeux de transition écologique, mais aussi de transition socio-démographique, pour se dire, voilà, et si on pouvait constituer un urbanisme favorable à la santé pour demain, et si on pouvait réunir les conditions, en pensant l'urbanisme différemment, pour le bien-être des populations avec les grands enjeux qui nous attendent. Et à cette question, on n'a pas encore tout à fait la réponse. On se doute qu'il y a encore peut-être... On n'a pas de réponse. Alors, on n'a pas de réponse, et il n'y a pas de réponse toute faite, d'ailleurs. Le vieillissement de la population est l'un de ces prismes, et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'accueillir des intervenants de qualité sur ce sujet pour en débattre. Cette recherche, elle amène beaucoup de questionnements, et on pense que ce questionnement, il peut être riche pour le projet. Bien vivre la ville, c'était notre ouvrage. En ce moment, il y a une autre actualité de la Fondation dont j'aimerais très très brièvement vous parler. On a choisi effectivement de se servir de ces différentes réflexions pour présenter une exposition lors de la future Biennale de l'Architecture de Venise. Et pourquoi à cette biennale? C'est parce que le sujet de cette Biennale de l'Architecture de Venise 2020, c'est comment vivrons-nous ensemble. Et donc on a trouvé un parallèle évident avec les recherches de bien vivre la ville, et on a choisi de répondre à comment vivrons-nous demain ensemble par la question comment allons-nous, qui interroge directement la santé des populations. Donc je vous laisserai découvrir les travaux de la Fondation sur le site et le contenu de cette biennale qui va se construire là dans les mois à venir pour être exposé au mois de mai prochain. Voilà. Ben, il a carrément tout dit, et vite, et bien. Donc rappelez simplement que le sujet du grand âge est un sujet
que nous traitons depuis 2015. Nous avons sorti un petit ouvrage qui s'appelle Le Grand Âge, une vie à construire, en 2015. Qu'en 2017, octobre, novembre 2017, nous avons fait un colloque qui s'appelait d'ailleurs La ville de tous les âges, à l'école d'architecture de Nantes, qui était très intéressant. Et que vous pouvez trouver sur le site la conférence, donc le rendez-vous de la Fondation de Gilles Berru. Toutes nos conférences, tous nos rendez-vous de la Fondation sont filmés, montés et mis sur Internet, sur YouTube, et puis vous pouvez avoir le lien directement avec le site de la Fondation. Vous dire aujourd'hui, l'actualité, c'est évidemment la Biennale de Venise qui maintenant nous mobilise énormément, mais aussi c'est la reconduction de la Fondation pour 3 ans et la refonte totale du conseil d'administration et du collège des experts de la Fondation. Donc nous démarrons sur un nouveau système, avec un nouveau site, avec un nouveau système également de travail collaboratif à travers Internet, parce que tous nos experts sont très occupés, puisqu'ils sont tous intelligents aussi, et donc très occupés, et donc c'est plus facile. Et puis maintenant ils commencent, malgré qu'ils soient vieux comme moi, pour beaucoup, ils commencent à savoir faire manier un ordinateur. Voilà. Donc nous sommes partis sur 3 ans de vie, donc j'espère qu'elle sera aussi passionnante que les années passées, et que nous vous retrouverons tous ensemble prochainement à Nantes. Juste pour conclure, mais très rapidement, je précise de ce moment pour dire que voilà, tous les collaborateurs d'AIA sont bienvenus aussi pour participer aux travaux de la Fondation. On essaye de décliner nos recherches également sur un volet opérationnel qui peut apporter le plus possible au projet. Et voilà, ces 3 ans, c'est aussi une démarche d'ouverture vers la pratique de l'architecture chez AIA, mais aussi dans d'autres agences, pour mettre ça à contribution. Et du coup, même maintenant, le comité d'administration, on a plus de personnes d'AIA qui sont présentes également pour les sensibiliser à ça et essayer d'infuser tout ce matériel fascinant de la Fondation dans les agences. Oui, j'avais oublié les partenariats également, excusez-nous, mais ce livre-là a été fait avec un institut de recherche chinois. Il a été traduit en chinois également, édité. Et comme celui-là est épuisé, il est épuisé actuellement, ne le cherchez pas sur Internet, il va être remis en vente, il a été réédité dernièrement. Et puis nous avons maintenant des partenariats avec la Fondation Abbé Pierre. Nous travaillons avec Emmaüs sur le sujet de la vulnérabilité des populations vulnérables. Nous avons aussi un partenariat, une convention avec la Sorbonne Université. Nous avons fait une première semaine de cours master en décembre, et nous avons prévu. Il est prévu des cours à Casablanca et à Abu Dhabi, donc toujours sur la santé et la ville, et également avec le laboratoire d'ethnologie de Sciences Po à Bordeaux. Voilà, c'est les derniers partenariats que l'on a et qui vont également participer à la Biennale de Venise avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors un petit mot d'introduction, et vous dire également que cette Biennale de Venise d'architecture donnera lieu à des expositions miroirs qui se tiendront vraisemblablement sur Nantes, Paris et Lyon, et qui donneront lieu aussi à un cycle de conférences, donc on reviendra vers vous par rapport à ça. Un petit mot d'introduction pour accueillir avec grand plaisir Valérie Bernat. Donc Valérie Bernat est docteure en pharmacotechnie de la faculté de pharmacie de Paris 11, je lis ma note pour ne pas dire de bêtises. Entre 2007 et 2009, elle occupe les postes de chef de projet R&D puis développement industriel chez Sanofi, c'est ça. Elle rejoint l'AFNOR en 2010 en qualité de chef de projet normalisation santé, puis devient en 2012 responsable orientation développement pour le secteur santé action sociale. Et depuis 2017, elle dirige l'association du Gérontopole des Pays de la Loire, qui est vraiment une très très belle organisation qui accompagne l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du grand âge. J'ai également le plaisir d'accueillir Willy Ciré, qui est directeur général, je lis aussi, directeur général aux opérations de LNA Santé. Donc Willy est diplômé de l'EM Lyon en 98. Il est arrivé en septembre 99 au sein de l'entreprise familiale en tant que directeur d'exploitation. Willy Ciré a en responsabilité l'ensemble des services liés au cœur de métier du groupe LNA Santé, sanitaire et médico-social, que nous avons par ailleurs le plaisir d'accompagner AIA sur un certain nombre de projets, et également les grands services les grands projets d'urbanisme, d'immobilier et de développement du groupe.
Willy Siré est administrateur de Helena Santé depuis le 1er avril 2006, mais également délégué régional et membre du conseil d'administration du CINERPA, donc qui est le syndicat du secteur, membre du bureau du Gérontopole des Pays de la Loire et président de la Société des crèches Gribouillage. Sylvain Grisot, qui va animer cette table ronde et que je remercie infiniment pour cette animation, est urbaniste. Sylvain Grisot a créé Dixit.net en 2015, une agence de conseil et d'innovation pour la transformation de la ville. Il est aussi maître de conférences associé à l'Université de Nantes. Sylvain intervient régulièrement au sein du City Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique. Le directeur général Christian Guellerin est quelque part par là et que j'ai le grand bonheur de présider. Sylvain Grisot donc animera cette table ronde de la ville de tous les âges pour un urbanisme favorable à la santé, donc qui fait suite à ce premier colloque dont nous avons parlé tous les deux. Bonne table ronde. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, on va vite rentrer dans le sujet, hein, je crois qu'il est l'heure. Vous avez bien compris que cette ville de tous les âges, on va parler vieillissement, mais pas que. Et surtout, on va essayer de rentrer un peu dans la complexité de ce qu'on sait. Hein. On sait qu'on a une transition démographique. Alors, c'est une transition qu'on appelle le tsunami gris dans certains articles aux États-Unis, puisqu'on est loin d'être face à une transition douce. On est sur un choc démographique qui s'annonce, un choc complexe, puisqu'on a un certain vieillissement, mais il y a des âges, des grands âges, on va le voir, donc des besoins différents, mais aussi des territoires différents, avec notamment des territoires qui vont cumuler à la fois une baisse de population, un vieillissement de leur population. On va le voir aussi des géographies plus ou moins attractives, hein, qui vont avoir des impacts sur le fonctionnement des territoires, et évidemment sur le fonctionnement de nos villes. Parce que la ville, c'est quand même le meilleur des endroits aujourd'hui pour vieillir. On peut à la fois avoir des logements adaptés. On a aussi une proximité avec des services, notamment de soins, mais pas seulement, hein, vous le disiez, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette question de la prévention, mais de l'épanouissement social. Et puis, c'est le monde de l'interaction. Il se trouve que les statistiques montreraient qu'on a une espérance de vie plus importante, et peut-être d'autres facteurs sans doute, en ville qu'ailleurs. Et on le voit bien, on va avoir aussi des grands chamboulements en termes de disposition spatiale des populations, puisque finalement, le pire des endroits pour vieillir, c'est bien ce lotissement de périphérie, où aujourd'hui, on a toute une génération qui est en train de vieillir dans des logements trop grands, inadaptés, avec des jardins sur lesquels il faut passer la tondeuse. Alors, adapter la ville, c'est pas qu'une question de tondeuse, évidemment, on va le voir, on va avoir donc deux points de vue, peut-être un point de vue plus macro avec vous. On va pouvoir parler du Gérontopole et notamment de la connaissance que vous avez de cette dynamique de vieillissement en soi et aussi localement, hein, dans la région. Et aussi changer d'échelle, être au contact de la ville, au contact de ce qui se fait, et parler d'ailleurs d'autres choses aussi à la fin que le vieillissement, puisque on est bien sur la ville de tous les âges. Alors finalement la question, puisqu'on doit vieillir en ville, puisqu'on doit accueillir en ville le vieillissement, hein, et ceux qui vieillissent, c'est bien finalement le sujet de votre exposition de Venise, hein, c'est comment vivre ensemble, et donc comment est-ce qu'on peut avoir et répondre aux besoins de chacun. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le Gérontopole déjà, peut-être pour commencer, hein, et aussi nous dire ce qu'est la réalité de ce vieillissement en soi dans notre région et aussi au niveau national. Il est allumé ou pas? Voilà. Écoutez, je vais essayer de vous le... Parce que plutôt que des mots, des fois, je vais vous prendre votre verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Et je vais prendre le tien aussi, oui. Je te le rends, oui. Gérontopole, c'est quoi? Parce que des fois, des longs discours ne sont pas nécessaires. Vous voyez, ces trois verres, ils sont alignés. Et puis, j'ai un stylo juste à côté. Et la question qui se pose souvent, c'est de se dire, c'est bizarre, ce stylo, il est à côté. Qu'est-ce que je dois faire avec ce stylo? Est-ce que je dois le rentrer dans l'équation? Du coup, possiblement. Pour ça, il va falloir que je retravaille mon équation. Une deuxième possibilité, c'est, non, le stylo, il est en dehors de cette équation, je ne le prends pas en compte. Et puis la troisième possibilité, c'est de se dire, mais au final, est-ce que c'est pas le stylo qui est la nouvelle équation? Et est-ce que tout ce qu'on pouvait penser au préalable, quelque part, c'est pas plus ou moins obsolète? Je dis pas que c'est obsolète, loin de ça, mais le Gérontopole se résume ainsi. Le Gérontopole, son slogan, c'est la longévité, une chance pour tous. C'est changer de regard. C'est prendre en compte l'ensemble des acteurs pour créer l'innovation collaborative.
c'est faire en sorte que la personne âgée, aujourd'hui, demain, après-demain, soit dans une société inclusive. Et pour toutes ces dimensions, le Gérontopole, c'est une association de loi 1901 qui va rassembler plus de 200 acteurs sur notre région, à la fois des élus, à la fois des grandes entreprises, des start-up, des universités, des CHU, jusque, évidemment, la personne âgée elle-même, parce qu'il est hors de question d'innover demain. Et innover, c'est pas tout repenser, hein. C'est parfois regarder sous un prisme un peu différent, et c'est ce que je vous demande de faire avec ces 3 verres et ce stylo, pour repenser les choses un petit peu différemment. Donc voilà en résumé, qu'est-ce que le Gérontopole Pays de la Loire. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait quelque part. Alors, le Gérontopole, il se résume comme ça. Former, capitaliser, informer, accompagner, rechercher et animer une réflexion sur le terrain. Ces 2 grandes réflexions. Une réflexion sur une logique de R&D appliquée, évidemment, pas de R&D fondamentale. Dans notre cas, on est sur le terrain, on teste à la fois la technologie, le service, mais aussi l'organisation, l'innovation, elle est vraiment sur ces 3 pans. Et puis, sur le 2e pan que vous voyez là-haut, c'est cette logique de transmission. Et la transmission, pour nous, elle est essentielle, parce que tout ce qu'on peut récupérer, tout ce qu'on peut savoir de par plus de 200 acteurs, avec 5 conseils départementaux, un conseil régional, une ARS, une CARSAT, etc., etc., on a le devoir, nous, Gérontopole, de transmettre aux acteurs pour que demain, ils aient toutes les informations les plus fines pour pouvoir innover comme il se doit sur le territoire. 4 axes, de manière très claire: recherche, territoire, accompagnement économique et formation. Donc c'est un virage pour que chacun des acteurs puisse à la fois travailler ensemble, mais qui est aussi une prise de conscience collective. Vous nous parliez, je sais le envers, vous me parliez aussi de ce travail avec les élus, hein, vraiment un contact avec les territoires. On va revenir après sur cette question de la réalité du vieillissement. Un contact avec les territoires, c'est une partie importante, visiblement, cette partie prise de conscience. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est indispensable, et j'ai envie de dire, il y a tout à faire. Mais vraiment tout à faire. Aujourd'hui, on parle de 2 grandes transitions, la transition numérique et la transition écologique. Vous parliez de tsunami gris tout à l'heure. Je suis pas d'accord avec vous, en fait. C'est pas moi qui le dis. Quand on parle pas d'avis. Un tsunami, on le voit pas venir. Voilà, c'est quelque chose, c'est une grosse vague qui arrive. La transition démographique, on la sait, on la connaît, on ne l'a juste pas anticipée. Et aujourd'hui, on se retrouve devant un mur sur lequel il va falloir réagir et réagir vite. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir, et merci à la Fondation de me recevoir. C'est pour éveiller les consciences et travailler ensemble. Et ça, de manière intersectorielle, parce que je peux vous garantir que les innovations, elles sont partout, jusqu'au port de Saint-Nazaire, où demain, il y a peut-être des technologies qui sont utilisées pour soulever des charges lourdes qui peuvent être utilisées dans d'autres circonstances. Donc c'est aussi repenser les choses. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement déjà sur la réalité de ce vieillissement, de façon à ce qu'on prenne conscience de ce qu'on sait, hein, vous le dites. Alors, en effet, on le voit venir, on voit venir la vague. Je ne sais pas si on a envie de la voir venir. On procrastine beaucoup, hein, on est tous d'accord. Voilà. Alors, quelques chiffres, on m'a demandé de vous donner quelques chiffres. Donc, c'est vrai que c'est important des fois de se dire, voilà, Valérie, tu nous parles de transition démographique, mais ça veut dire quoi concrètement? Donc, des chiffres. Alors, les chiffres, ils vous parlent pas. De manière concrète, là, on vous donne en fait la population des plus de 75 ans. Parce que c'est vrai que la population, je pourrais vous donner le taux des plus de 60 ans avec le fameux chiffre, 1/3 de la population en 2040. Donc, tout le monde le connaît, on est tous d'accord. Mais toucher les plus de 75 ans, et vous verrez, j'irai plus loin parce que j'irai sur les plus de 100 ans, c'est vraiment toucher à ce que c'est que le vieillissement demain. Le vieillissement demain, on était, vous voyez, en 1985, 6,2% de la population des 75 ans. En 2018, 9,1%. Puis on voit 9,3% en 2020. Un raisonnement simple, oui, au début, il y a un accroissement, puis une stagnation, c'est l'entre-deux-guerres, tout simplement. Et puis, on voit après une courbe qui s'infléchit encore une fois, voire même qui s'accélère. Et là, en 2030, grosso modo, c'est l'arrivée des papy boomers. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas Serge Guérin, ce serait là, il me taperait sur les doigts, mais je le dis quand même, parce que c'est une réalité. Et puis là, on voit une accélération, si on va juste derrière, c'est que, oui, il y a un vieillissement de la population, mais si on va sur la plage des plus de 100 ans, donc juste la slide après, voilà, là, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en 1900, on était 100. Je dis on est tous concernés. Hein. On était 100 en 1900. En 2010, on était 14 000.
Et en 2070, alors l'incertitude, elle est là. Hein. Oui, je dis 2070, non, ça sera entre 150 000 et 400 000. Donc il y a une grosse incertitude, on dit 270 000. Néanmoins, c'est pour montrer le gap entre 100 et 270 000. Pourquoi je donne ce gap? Tout simplement pour dire, oui, il va y avoir un effet, et j'ai oublié à côté, de dépendance. Forcément, le vieillissement, en tout cas avec l'accroissement démographique tel qu'on va de vivre, va faire que il va y avoir plus de personnes dépendantes. Maintenant, Gérontopole Pays de la Loire, je ne peux pas résumer le vieillissement à la dépendance. Et le professeur Berus serait là, je ne vous raconte pas. Évidemment, on parle de longévité. Et avoir un vieillissement réussi, c'est prendre en compte l'ensemble des indicateurs, et vous l'avez cité, et merci, l'ensemble des indicateurs de vie. Et si on travaille l'ensemble de cet indicateur, c'est-à-dire notre environnement, c'est-à-dire notre habitat, c'est-à-dire le sport, les loisirs, la nutrition et plein d'autres paramètres qui font ce qu'on est, alors on pourra anticiper un vieillissement beaucoup plus réussi à génétique égale que si on ne les prend pas en compte. On peut peut-être s'arrêter un petit peu sur toute cette diversité, justement des grands âges ou de ces vieillissements. Enfin, donc vous prenez cet âge 75 et 100 ans, on ne parle pas d'âge pivot là, hein, c'est un autre débat. On a finalement... On a tous un parcours différent. Voilà, un vieillissement dont on ne sait pas trop quand il commence. Culturellement, c'est un peu la fin de la période de travail. C'est une rupture de vie. C'est une véritable rupture de vie, hein, la fin de la période de travail. Et il y a d'ailleurs un énorme travail à faire pour accompagner cette période, parce que la grosse difficulté à laquelle on se retrouve confronté aujourd'hui, c'est l'arrivée à la retraite, qui est une vraie rupture de vie et qui peut générer en tout cas très clairement une vague de décroissance accélérée, parce que je n'ai pas parlé des indicateurs tels que le lien social, mais il est extrêmement fort. Et puis, quelque part, on n'est pas vieux tant qu'on a de la perspective, tant qu'on a une utilité sociale. L'utilité, elle peut être très différente en fonction de la personne. C'est-à-dire que ma mère a une utilité sociale, ou en tout cas considère en avoir une, parce qu'elle s'occupe de ses petits-enfants et elle prend plaisir à s'en occuper. Et pour elle, c'est une utilité sociale. D'autres, comme le professeur Berruet aujourd'hui, est à la fois président, responsable scientifique du Gérontopole, président de plein d'associations, et a une véritable utilité publique sur la scène politique, dans le cadre d'une loi prévention à venir, etc. etc. Et vous voyez bien que les deux niveaux ne sont pas les mêmes. Et pourtant, l'utilité sociale que l'on a, les perspectives que l'on perçoit sont juste indispensables. Et là, on n'a pas encore parlé de santé, en fait. Et on n'a pas parlé de problèmes de santé, plus exactement. Et on n'a pas encore parlé de problèmes de santé, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur la partie plus régionale? Parce que finalement, ces chiffres-là, alors on voit quelques sauts, hein, entre 2020 et 2030 et maintenant, là. Donc il va se passer quelques trucs là. On a une décennie agitée. En termes de répartition géographique, c'est encore plus marqué. Alors sur la répartition géographique, c'est pas un scoop. C'est vraiment pas un scoop. C'est que les zones littorales, évidemment, sont les zones les plus attractives. Donc deux facteurs de vieillissement qui sont ceux des personnes qui vivent sur les côtes et qui n'ont pas envie de déménager et qui y vieillissent dans de très bonnes conditions. Et puis, un facteur d'attractivité extrêmement fort qui est celui des jeunes retraités en couple, j'insiste, souvent, qui décident de partir sur la zone littorale. Et là, on est à moins de 5 ans, grosso modo, aujourd'hui, sur l'arrivée de ces papy boomers qui arrivent en couple. Alors là, avec une vraie question au niveau géographique national, mais aussi au niveau régional, parce que vous verrez, la carte est la même. C'est tout simplement de se dire, aujourd'hui, ces personnes arrivent en couple. Ce sont des personnes qui ont plutôt de bons revenus à la retraite aujourd'hui. Donc là, c'est la typologie un peu des personnes qui arrivent. Vous verrez, j'arriverai sur la typologie. Et en fait, qui vont vivre à un moment donné une rupture de vie, elle aussi, qui va être le décès d'un des deux conjoints. Et là, la question qui se pose, hélas, c'est de se dire, mais que va devenir la personne qui vit dans l'appartement, la maison qu'elle vient d'acheter sur ce littoral? Donc, deux facteurs que l'on perçoit. Un premier facteur qui va être de dire, je reprends ma vie en main et je vais participer à une vie associative. Alors, on constate que la vie associative aujourd'hui n'est plus la vie associative de hier. C'est-à-dire qu'à l'époque,
On était vraiment dans une association, on y passait du temps et elle était souvent unique. Aujourd'hui, on voit qu'on va chercher, on est consommateur des associations. Je vais prendre un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle-là, je m'occupe. Et puis l'autre, les autres personnes, donc ça c'est un premier comportement, puis le second va être de dire, ben, au final je me replie sur moi-même. Et là il y a un véritable risque. Un véritable risque, et nous, chez Rentopeuple et Mine Nord, on met un warning, en tout cas aux élus, sur cet aspect-là. Ça c'était un des points. Et sur évidemment les Antilles-Guyane, on a quand même évidemment les jeunes qui partent faire leurs études, voire qui travaillent en France métropolitaine, et on a les retraités qui reviennent vivre sur les îles, donc une augmentation extrêmement forte de la population âgée sur les îles. Sur le niveau régional, on va avoir exactement la même chose. Alors, si ce n'est que, on constate quand même que les effectifs des personnes âgées de 60 ans ou plus est beaucoup plus fort dans les zones urbaines, ce qui est normal, hein. On a une concentration des personnes âgées sur ces zones-là. Mais néanmoins, si on prend la part des personnes âgées par rapport à la part de la population, on voit qu'elle est beaucoup plus forte sur la zone littorale et sur le nord-nord-est de la Mayenne et de la Sarthe. Voilà un petit peu la répartition que l'on a aujourd'hui géographique sur notre région. Donc on a, pour repréciser, donc en termes de nombre, évidemment on a plus de personnes de 60 ans et plus, on ne sait plus trop comment dire, âgés ou pas, etc., etc. En tout cas, ils sont plus nombreux nécessairement dans les villes. Pour autant, leur proportion est plus importante, à la fois sur les zones littorales, mais aussi sur des secteurs ruraux. Sur les secteurs ruraux en particulier, en fait, hein, c'est surtout là que les personnes âgées se retrouvent. Si on prend, je vous donnerai les chiffres, si on peut juste après. Non, promet. Non, pardon. Mais juste pour vous donner, en fait, on va doubler entre 2027 et 2040, on va doubler le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans. C'est-à-dire qu'on passe de 200 000 à 400 000. Juste. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Et si on prend la même proportion, ça représente 8% des plus de 65 ans. Ça représente grosso modo, ça sur les personnes dépendantes, 20% à 85 ans, 17% des 80 ans. Et puis surtout, c'est de dire que c'est 1/5 de la population en fait. Donc c'est 20 et quelques pourcents pour 20,1 au niveau national. Donc ça c'est au niveau régional ou c'est spécifiquement sur les secteurs ruraux? Non. Alors ça c'est au niveau régional. Au niveau régional, d'accord. Donc on va avoir à la fois des besoins d'accompagnement, hein, de soins et d'accompagnement spécifiques. Évidemment. Et qui seront différents. Hein. Oui, oui. Et aussi une ville qui va accueillir tout ça. Alors une ville qui va accueillir tout ça, si ce n'est que sur, je vais vous montrer la typologie, la ville est différente, c'est-à-dire qu'on a des profils urbains qui vont être différents. On va avoir des profils urbains, périurbains, littoral, profil rural et profil périphérique. Alors ça veut dire quoi? Je vais essayer de vous les résumer très brièvement en fait, hein, parce que c'est toujours très amusant de comprendre un peu de quoi on parle. Sur les profils ruraux, donc c'est les profils que vous avez les profils ruraux, c'est du vert foncé, vous voyez. Sur les profils ruraux, en fait, ça va être des personnes qui vivent essentiellement seules, plutôt en maison, qui sont plutôt des agriculteurs et qui vont avoir une proportion de la population de personnes âgées plutôt forte, mais en diminution. En diminution dans le temps, tout simplement parce que après être décédé, voilà, il n'y a pas de renouvellement. Ouais. Après, vous avez le profil. Donc là, on a besoin, peut-être, pour s'arrêter là, on a besoin d'un accompagnement assez particulier aussi. Hein, notamment avec un habitat qui est strictement inadapté au vieillissement. Là, la grosse problématique, c'est que l'habitat est complètement inadapté. Souvent, je prends la Sarthe et la Mayenne, et qu'ils ne veulent rien entendre. En fait, les personnes qui y habitent aujourd'hui sont grosso modo les René et Yvonne actuelles, qui sont des agriculteurs et qui ne veulent absolument pas changer leur mode de vie et leur mode d'habitat pour la plupart. Ce qui n'est absolument pas le cas des générations à venir, c'est-à-dire des Patrick et Chantal, qui eux sont des consuméristes, qui sont des papy boomers, qui ont envie d'être indépendants le plus longtemps possible chez eux, qui ont envie que leurs enfants, ne pas être au crochet de leurs enfants, avec plein de guillemets évidemment, et qui vont certainement utiliser le numérique demain. Et évidemment, la question du numérique est une question forte puisqu'elle va changer les comportements. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça sera encore différent avec les Kevin et Maëva après nous. On va tous y passer. Ah non, on va tous y passer.
Sur le profil périphérique, c'est un profil vraiment intéressant. On est plutôt sur le Sud-Vendée, le Maine-et-Loire et la Sarthe. C'est le vert clair. Hein. C'est ça. Et là, on est vraiment sur un profil rural avec des agriculteurs, mais aussi des ouvriers. On va être avec plutôt des difficultés dans le déplacement. On vit encore en couple. On a plutôt des difficultés. On est dans un niveau social plutôt en difficulté. Beaucoup de bailleurs sociaux présents sur ces zones également, beaucoup d'utilisation, et avec le risque demain, on est vraiment sur le périurbain, avec le risque demain d'avoir en effet des immeubles et des logements qui ne sont pas adaptés, et puis surtout avec de l'isolement fort. Et si on ne travaille pas sur le lien social, sur penser différemment ces zones périurbaines, j'ai envie de vous dire, on va être confronté demain à de grosses problématiques. Voilà. Oui, vieillir bien, c'est être dans l'interaction sociale, d'où la difficulté dans des secteurs à très faible densité. Absolument. Et pour les profils urbains, c'est des profils qui vont se retrouver un peu disparates au milieu d'une population extrêmement dense, mais en nombre important, parce qu'en fait, si on prend tous les profils urbains, ils représentent 40,2% de la population totale. Donc c'est pas rien quand même, hein. Sauf que là, on va retrouver des personnes, souvent seules, ça c'est important dans le profil urbain, plutôt aisées d'un côté, et puis plutôt en grande difficulté de l'autre. Donc là, on va avoir des inégalités sociales extrêmement fortes, et qui vont se creuser de le temps, avec des inégalités également culturelles extrêmement fortes. Et là, pareil, un énorme warning sur ce qui va se passer demain. Il faut savoir que l'augmentation, entre autres, des divorces des plus de 60 ans est en augmentation. Ils représentent plus de 22% de la population des plus de 60 ans aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est à prendre en considération. Et on retrouve ces populations en zone urbaine généralement. Donc on retrouve ces problématiques à la fois de fragmentation sociale et d'isolement. Ah bah, complètement. Donc voilà, ça c'était pour vous dire, la répartition des personnes âgées sur la France et au niveau régional, oui, mais on ne prend pas en compte qu'un nombre, parce que c'est vraiment important. Chacun est différent, on a tous des cultures différentes, et puis surtout, il y a plusieurs profils, et ce sont ces profils-là aussi qu'il faut prendre en compte. Donc une très grande diversité de besoins et de réponses à tout ça. On est bien organisé, on est bien structuré, tout va bien, ou on est à 10% là en termes d'organisation pour répondre à ces besoins-là, aussi divers qu'ils soient? Merci. Des générations différentes, donc des attentes différentes, donc des solutions actuelles qui n'ont pas à répondre aux attentes de demain et aux besoins de demain. Je parle vraiment de l'attente et du besoin, parce que je tiens vraiment à souligner que on ne sera pas en phase si on pense que les solutions d'aujourd'hui sont les solutions de demain. Voilà, ça c'est la première chose. Écouter, entendre, hein, pour moi c'est essentiel. Une vraie volonté de rester chez soi de plus en plus prégnante, donc adapter son habitat, son chez-soi. Son chez-soi a plein de phases différentes, hein. C'est ma maison, mais ça peut être aussi dans ma résidence. Enfin voilà, c'est le lieu, mon lieu de vie, ma cité, voilà. Ça peut être, c'est demain une dimension informelle, au final, dont on parle peu, de l'accompagnement des aidants. 52% des femmes aujourd'hui accompagnent des personnes âgées qui sont leurs proches. Je dis 52% des femmes, je suis désolée, parce que au final, c'est quand même très féminisé de ce côté-là aujourd'hui. Ça représente juste, grosso modo, 3,5 millions de personnes. 3,5 millions de personnes, ça représente entre 12 et 13 millions d'euros, si on parle au niveau des professionnels. Avec une vraie problématique pour les aidants, qui est que la natalité diminue, qu'aujourd'hui la famille éclate. Alors éclate, aujourd'hui les enfants vont travailler ailleurs que sur leur territoire, donc ne sont plus présents et disponibles à proximité. Que le taux de divorce augmente, en tout cas ceux des 65 ans, on l'a vu, donc on se retrouve après 65 ans à vivre seul, dans une circonstance différente. Il faut peut-être déménager, il faut peut-être reprendre les choses différemment. Et puis forcément derrière une augmentation des aidants professionnels qui va être nécessaire, avec toutes les difficultés que l'on rencontre. Voilà, on sait que tout le débat en ce moment se fait au ministère, mais la reconnaissance de cette profession, du niveau de salaire de cette profession, de tous ces éléments, et puis du nombre, parce qu'il est extrêmement difficile de recruter dans ce domaine.
Et enfin, un usage. On ne le dit pas suffisamment, mais moi, j'ai beaucoup de mal à parler de chacune des transitions. J'aime bien, au final, les confronter, voire même les travailler ensemble. Et je pense que la réussite de demain, c'est aussi passer par là. Et forcément, la transition environnementale et la transition numérique vont avoir un impact sur la transition démographique. Et si on ne le prend pas en considération, et si on ne croise pas ces données-là, on aura un trou dans la raquette à un moment donné. Voilà pour parler d'un peu des impacts. Et je ne parle même pas des impacts de santé, mais là je laisse Willy parce que il a plein de choses à vous dire. On va en parler, on va parler pas que de santé d'ailleurs. Je crois que c'est aussi un thème de la soirée. Merci beaucoup. On va revenir sur tout ça. En effet, donc on se prépare, on voit venir la vague où on n'a pas trop envie de la voir venir. Elle a des réalités territoriales, des réalités pour la ville. L'idée c'était de changer d'échelle et d'être sur le terrain. Willy Ciré, notamment en parlant de un certain nombre d'interventions que peut mettre en œuvre Elena. Vous allez nous présenter à la fois la structure, mais surtout des projets. Des projets qu'on a choisis peut-être en dehors de ce qui est le plus visible aujourd'hui sur ce que fait Elena, et notamment dans le lien du concret, dans le lien à la ville, dans le lien au territoire, aussi aux organisations territoriales, puisque c'est là-dessus aussi que tout ça se joue. C'est dans cet effet de coordination des politiques publiques avec avec aussi les acteurs privés, qu'ils soient familiaux avec les aidants ou privés et actifs. Alors je vous laisse peut-être en quelques mots nous présenter. En 2 mots, Elena. alors vous parliez de familial, on est en plein dedans, puisqu'on est une entreprise familiale, effectivement. Notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est de soigner et prendre soin des personnes fragilisées, alors par la maladie, chronique ou non, diabète, troubles psychiatriques, Alzheimer, par les accidents de la vie, neurologiques, locomoteurs, cardiologiques et autres, et puis par l'âge aussi, le grand âge en établissement de santé ou en établissement de retraite en France et en Belgique. Dans la carte d'identité de Elena, je disais familiale, j'ai l'habitude de dire une entreprise familiale avec un S, parce que depuis le début, c'est une aventure collective, au départ de famille nantaise, autour d'un entrepreneur qui venait du secteur de l'immobilier d'ailleurs, en l'occurrence mon père, qui a changé de vie à 30 ans à peu près, pour se lancer dans ce secteur de la santé. Aventure collective, puisqu'il l'a fait à l'époque avec 6 familles nantaises, qui sont toujours là, de côté. Et puis la famille s'est élargie avec 2 nouvelles familles qui sont arrivées en 2016, la famille Mérieux, donc on est à Lyon nous aussi, entre guillemets, et puis la famille Wimbert, donc le président de Sanofi, et puis une aventure collective aussi, puisqu'on a on a une gouvernance un peu particulière, très métier et très long terme. Comme je le dis de temps en temps au séminaire avec nos directions, si la moustache de mon père vous plaît pas, je pense qu'à un moment donné, quand même, ça va s'arrêter. Par contre, si c'est ma tête, vous êtes mal barré, parce que là, je pense que vous en tenez encore pour un bon moment. Donc, on est vraiment dans une dynamique de long terme. Et de dialogue, donc. Tout à fait. On a associé nos cadres dans ce dialogue au travers d'une structure qui s'appelle Nobilise, et qui rassemble aujourd'hui à peu près une centaine, donc vous voyez là en bas, qui rassemble à peu près une centaine de cadres de l'entreprise, donc médecins, responsables des soins, directeurs d'établissement, cadres au siège, situé à Vertou, dans une structure donc, qui participe à la gouvernance du groupe, qui est associée, qui est présente au conseil d'administration tous les mois. Côté géographie, donc aujourd'hui le groupe compte 73 établissements, donc clinique de soins de suite et réadaptation, hospitalisation à domicile, clinique psychiatrique, maison de retraite, donc EHPAD en France, et puis leurs homologues en Belgique, puisqu'on a 4 structures en Belgique, en région Wallonne et sur Bruxelles. Et puis on a quelques crèches aussi, on y reviendra après, qui ne sont pas sur la carte, parce que c'est une activité pour nous qui est un petit peu annexe, plus naissante et un petit peu annexe, une activité où on fait ça sur le temps qui nous reste le soir et le week-end. Dieu sait que vous devez en avoir. On va revenir sur le slogan, ça me semble important. Et pour une fois, j'apprécie vraiment un slogan d'entreprise. Soigner et prendre soin. Je pense que ça recoupe pas mal avec l'introduction qu'on a pu avoir. On a discuté sur un certain nombre d'exemples et d'illustrations de ce rapport-là, et finalement toute la diversité qu'on peut avoir au-delà du soin, et la nécessité de penser autre chose que le soin et que le médical
de façon à accompagner ce vieillissement? Ben oui, parce que l'avantage de la... Parce que nous, on a commencé par la gériatrie. À l'époque, l'entreprise s'appelait Le Noblage. On est devenu Helena Santé parce que quand vous avez 40%, même un peu plus aujourd'hui, de vos activités qui sont sanitaires avec des patients qui ont une cinquantaine d'années, vous comprenez bien que quand vous avez fait un AVC à 50 ans, vous arrivez dans un établissement du Noblage, là, vous dites c'est un problème. Là. Donc transition, pas de voilà, la transition à Helena Santé. Mais quand vous démarrez par la gériatrie, Valérie l'a pas dit, mais la médecine en France a ceci de particulier que c'est une médecine d'appareil. Ce qui compte, c'est le professeur en cardiologie, c'est le professeur, parce que là, c'est le professeur en gériatrie, lui s'occupe de la personne, des vieux, oh là là, c'est un truc ça. Bah, quand on commence par ce secteur-là, du coup, on a un regard sur la personne globale et pas sur l'appareil. Et que soigner et prendre soin, bah, on est bien dans des phases de temps longues, dans des maladies qui sont de plus en plus chroniques, y compris sur côté santé, à tout âge, j'ai envie de dire. Et que ce regard-là, bah, nous, on l'a eu finalement dès l'origine, avec les médecins qui nous ont accompagnés dès l'origine dans l'aventure. Alors donc une logique qui s'est déployée à la fois dans les structures dont vous avez parlé, mais aussi dans des projets, dans des logiques d'intervention sur les territoires. On a pris un certain nombre d'exemples. Voilà. Je pense que c'est intéressant qu'on les partage. Alors on a essayé d'illustrer en quoi effectivement un acteur de santé peut être un acteur citoyen finalement dans son territoire et en partenariat avec les différents acteurs du territoire. Donc premier exemple, on parlait de la zone littorale, les Sables d'Olonne, où on a lancé, après un appel à projet, une plateforme de répit, c'est-à-dire accompagner des aidants familiaux, conjoints souvent, ou enfants parfois, mais plutôt conjoints, face au grand âge, parce que Valérie l'a dit, c'est une vraie rupture de vie, face notamment aux troubles de type Alzheimer, pour en fait projeter des services à partir d'une de nos structures au bénéfice d'aidants qui accompagnent leur aidé à domicile. Hein. Les gens ne sont pas du tout chez nous, et où on va aller former ce serait peut-être un bien grand mot, mais accompagner sur différentes communes. En fait, la plateforme se déplace tous les jours sur une commune différente pour accompagner un certain nombre d'aidants sur le territoire. Alors c'est à partir des Sables d'Olonne, c'est sur un territoire, une vingtaine de kilomètres autour à partir des Sables. Donc là on est bien sur du hors les murs, hein. Tout à fait. On est auprès de gens qui ont besoin d'être aidés, qui sont aidés par des proches, et à la fois une logique de formation et de répit. Peut-être qu'on peut partager un peu cette notion de répit qui est peut-être pas aussi connue qu'on ne le croit, et ce besoin qui est important d'avoir des structures et ou des services permettant d'aider ça. Alors effectivement, dans les conditions de cette plateforme, il y a la nécessité d'avoir une offre aussi de répit, soit en accueil à la journée, là essentiellement pour des personnes qui souffrent de troubles neuroévolutifs type Alzheimer, ou sur des séjours courts, des séjours temporaires, où là on va accompagner l'aidé et parfois on va pallier aux défauts de l'aidant. Il faut savoir que, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais un certain nombre d'aidants meurent avant la personne aidée, et quand l'arrivée en institution se fait, côté EHPAD, maison de retraite, bien souvent l'arrivée est très tardive, trop tardive parfois. Et donc c'est aussi un moyen de pallier à l'hospitalisation de l'aidant ou les vacances, parce que quand c'est 24 heures tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année, c'est épuisant. Et à un moment donné, la personne va confier son conjoint sur un séjour d'une quinzaine de jours ou une semaine. Donc c'est bien cette logique de répit qu'on va retrouver et qui est vraiment fondamentale pour ces aidants. Alors, on avait un autre, autre illustration du hors les murs. Du hors les murs, parce que là, on est sur la dépendance. Nous, on n'a longtemps pas eu d'activité à domicile. C'est un secteur une activité qu'on a découverte au travers de l'hospitalisation à domicile, où là, les patients sont âgés ou pas. Mais on n'a pas de service à domicile pour les personnes âgées jusqu'à présent. Mais par contre, on croit beaucoup à la capacité de projeter les expertises et les compétences à partir de nos structures hors les murs. Donc là, c'est un exemple dans le Var, à partir de 3 de nos établissements qui sont situés à la Seine-sur-Mer, Bandol et Toulon, où là aussi c'est un appel à projet organisé par l'Agence régionale de santé, où là on accompagne une trentaine de personnes âgées, donc en forte perte d'autonomie, puisque GIR 1 à 3, c'est la plus grande perte d'autonomie, là pour rester à domicile. Et nous, on va être l'acteur qui coordonne en fait les différents acteurs du service à domicile, qui va assurer l'astreinte infirmière de nuit et de l'hébergement d'urgence en cas de problématique. Donc l'idée, c'est vraiment de retarder l'entrée en institution
le plus longtemps possible. Coluche disait on veut tous mourir en bonne santé dans son lit, c'est vrai. À un moment donné, c'est plus possible, mais en tout cas, on peut accompagner le plus longtemps possible un certain nombre de personnes âgées, y compris avec des pertes d'autonomie très, très fortes. Donc voilà, on a démarré cette expérimentation il y a maintenant 6 mois, un peu plus de 6 mois, et on accompagne une trentaine de personnes donc sur un territoire autour à partir de la Seine-sur-Mer et de nos 2 autres établissements. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en train d'accompagner le plus possible une montée progressive de perte d'autonomie. On est bien en train d'accompagner, en dehors d'institutions, des personnes qui sont les cas finalement les plus difficiles à accompagner déjà dans les institutions. Donc là, on est en train de démontrer que par le service, on peut aussi finalement quelque part dissoudre, en tout cas une partie de l'immobilier. Peut-être dommage pour ceux qui construisent l'immobilier associé, mais donc il y a pas dit ça, mais donc il y a cette vraie capacité. Avec quoi qu'il en soit, à la fois un service qui vient des équipes qui sont dans les EHPAD. Vous disiez un lit qui est prêt au cas où, mais aussi une logique de coordination des acteurs dans les familles. Donc vous intervenez aussi en coordinateur d'autres acteurs ? Bah oui, parce que le drame un peu de ce secteur, c'est qu'il y a tellement de systèmes de coordination en France aujourd'hui que il suffit d'avoir des proches qui ont besoin ils savent pas ils savent pas où s'adresser, ils savent pas où se renseigner. Donc quelque part, on nous demande de pallier structure, nous, à cette difficulté de coordination entre acteurs. Et on peut bien comprendre effectivement qu'une personne en forte perte d'autonomie va avoir besoin de soins infirmiers, va avoir besoin de services pour le ménage, pour le repas, ainsi de suite, va avoir besoin de téléassistance. Et bien souvent, ce sont des acteurs différents. Il y a quelques acteurs qui proposent ces différentes offres de services de manière coordonnée, mais ça reste encore assez marginal aujourd'hui. Donc il y a un vrai besoin de coordination. Vous voulez... aujourd'hui, on avance sur ces questions-là ? Moi, je trépigne à côté. On avance. En tout cas, on a un trou dans la raquette, très clairement. La coordination, je pense que c'est le bas qui blesse. Et puis l'information. Il y a tellement d'informations et c'est tellement sectorisé que oui, devenir aidant demain, de manière très concrète, c'est une réalité très difficile. Donc il y a des clics, plus partout. C'est une réalité, il y en a de moins en moins. Donc le CLIC, c'était un centre qui permettait d'avoir l'ensemble des informations existantes sur un territoire. Donc j'ai envie de dire, ça devient de plus en plus compliqué de voir même. Et puis même si on a l'annuaire du CLIC, trouver la bonne réponse à sa problématique reste un véritable challenge. Alors aujourd'hui, il y a quand même des pilotes qui sont les conseils départementaux, qui sont extrêmement importants, vers qui évidemment, j'ai envie de dire, nous on redirige parce qu'ils ont l'information et puis ils ont surtout les moyens d'aider des personnes en fonction de leur niveau de GIR, donc c'est leur niveau de difficulté, donc ce sont des aides qu'ils ont, ce qu'on appelle l'APA. Et d'ailleurs, le taux de dépendance aujourd'hui est calculé sur le taux d'APA qui est aujourd'hui mis en œuvre, en sachant qu'énormément de personnes ne demandent pas l'APA, donc on est en deçà, les chiffres sont bien en deçà de la réalité, évidemment. Donc oui, une véritable problématique et sur lequel le Gérontopole s'attache à travailler puisque c'est un de nos champs aujourd'hui d'expérimentation. On travaille en ce moment avec l'ARS et le Conseil départemental du Maine-et-Loire sur un territoire qui s'appelle Mauche Communauté. Pourquoi Mauche Communauté ? Parce qu'on a... Donc c'est ce qu'on allait aborder tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a pour objectif de sensibiliser les élus de notre territoire à cette transition démographique. Parce que l'innovation ou toutes les choses que vous pouvez faire demain, elles pourront se mettre en place que si les élus sont convaincus que leur territoire en a besoin et que la décision, en tout cas la coordination, se fait en bonne adéquation avec les acteurs gérontologiques du territoire. Et là, on revient à la coordination. Donc notre expérimentation, elle est là-dessus, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé avec les élus sur le champ de l'habitat parce qu'ils avaient un PLH, un plan de logement habitat qui était en cours, et qu'on nous a demandé de faire un focus avec le bureau d'études, évidemment, c'est pas nous qui faisons PLH, c'est le bureau d'études, mais en tout cas nous faire un focus sur la partie vieillissement. Ça leur a permis, en tout cas, de se mettre à niveau, parce qu'il ne faut pas oublier que les communautés de communes, elles sont nouvelles, donc ils apprennent à se connaître aussi, ils ne savent pas ce qui existe vraiment sur les autres territoires. Donc, ah bah tiens, t'as 3 résidences seniors, ah bah je ne savais pas, ah bah toi t'en as 2, ah bah dis donc, on pourrait peut-être collaborer là-dessus.
Et puis les différents types d'habitats qui existent, parce qu'on parle évidemment aujourd'hui de typologie que tu as abordée, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, l'habitat collaboratif, l'habitat intergénérationnel, etc., etc., etc. Et je vois Habitage sur le Maine-et-Loire qui est extrêmement intéressant. Je vois Acopa sur Nantes Aglo qui est extrêmement intéressant aussi, où là c'est montage financier qui est un peu différenciant, mais qui permet à la personne âgée de devenir propriétaire dans le temps de son habitat. Enfin, c'est des vrais sujets et des vraies questions, mais on doit prendre en compte l'ensemble de ces éléments et aujourd'hui de ces dispositions, puisqu'on parlait de ce que tu peux faire avec le lien social au niveau de l'urbanisme. Mais je vois des adhérents, donc forcément ça me fait mince. Mais l'idée, c'est vraiment d'avancer sur les solutions. Et il n'y a pas une solution, il y a des solutions, parce qu'on est tous différents et demain, on aura besoin d'une diversité de solutions pour répondre à son besoin. Qui est propre. Alors, on va revenir sur des solutions, pas les solutions, des solutions. Mais on voit bien hein, qu'on a cette question du maintien à domicile, c'est aussi le maintien dans la ville, c'est aussi laisser de la place dans les institutions qui en ont aussi besoin. On avait, en termes, et vous en parliez, de relations aux élus, au territoire et de localisation au travers de votre offre confort, vous allez nous décrire aussi une logique de localisation qui est assez intéressante. Oui, parce que le secteur privé, souvent dans notre secteur, a une image de structure plutôt onéreuse et plutôt de centre-ville, si je la fais assez courte. Et nous, on a travaillé effectivement il y a près d'une dizaine d'années sur une offre beaucoup plus accessible financièrement et du coup dans des territoires autres que les grandes métropoles de la région d'ailleurs. Et donc là, ce sont des photos de l'établissement de Saint-Rogatien, près de La Rochelle, et donc à Bels, entre Lorient et Vannes, à Montlouis-sur-Loire, près de Tours. On a travaillé effectivement avec les élus pour implanter des structures. Donc, on appelle ça notre offre confort. Il y a l'offre élégance, qui est l'offre entre guillemets haut de gamme, et l'offre confort, qui est une offre plus accessible d'EHPAD, pour aller dans des communes qu'effectivement on ne pouvait pas adresser auparavant. Donc voilà, donc c'est un exemple. On a aujourd'hui un certain nombre d'établissements qui sont, alors donc je rassure ceux qui construisent, on en construit d'autres encore. On en lance un. On a vu les statistiques au début, en même temps il y a un mot avec Aya d'ailleurs en ce moment. Donc voilà, donc on a un certain nombre de projets de cette offre-là qui répond à un vrai besoin. Avec, donc vous le disiez, des territoires qui sont plutôt des territoires périurbains, hein, avec des dynamiques démographiques aussi de vieillissement assez accélérées, hein, puisque les baby-boomers sont aussi là, ils deviennent baby boomers ou ok boomers, mais ça c'est une autre question. Et notamment la capacité sur ces territoires, vous me disiez, de s'implanter très en ville. Oui, alors au cœur des communes, parce que c'est plus facile, le foncier est quand même plus accessible dans ces territoires, et puis de s'inscrire totalement dans la vie de la commune, parce que par nature souvent on est le plus gros employeur, ou pas loin. Et du coup, et avec des locaux qui, parce que le principe est d'avoir des établissements neufs, oui ça je ne l'ai pas dit, nous n'avons que des établissements neufs ou remis à neuf, ça c'est un principe dans l'ADN du groupe, j'ai envie de dire, et donc là ce sont que des établissements qui ont été construits récemment, et du coup d'avoir des locaux neufs, vastes, et donc on met à disposition d'associations de la commune ou de la commune pour un certain nombre d'actions, y compris pour voter d'ailleurs. Dans une des communes, le bureau de vote se discutait dans notre établissement. Donc voilà, donc c'est une inscription dans un territoire qui est plus facile, il faut être clair, dans des communes de plus petite taille que quand vous êtes à Marseille, Nantes ou Bordeaux, où c'est plus compliqué de discuter avec le maire ou avec madame la maire. C'est plus tendu, disons. Plus tendu, pas forcément, c'est plus inaccessible déjà. Donc là, on est bien sur l'idée qu'on peut avoir cette présence-là qui est physiquement dans la ville et qui peut aider aussi le plan urbain. Tout à fait. Et venir servir le projet urbain et donc le projet politique. Autre exemple, là, mais sur le secteur de la santé cette fois, où là ce sont des vrais paris, parce que quand vous reprenez à Breteuil, c'est-à-dire équidistant entre Amiens et Beauvais, mais du coup entre les deux, dans une commune qui doit compter 3000 habitants, un établissement de santé qui appartient à l'époque à une fédération d'anciens combattants, de 64 lits dans un polyvalent, dans un château certes assez joli, mais totalement inadapté évidemment à la prise en charge et l'accompagnement de patients souffrant
de pathologies diverses, et que quelques années après, vous avez conçu, en partenariat avec la commune, un établissement neuf, malgré l'ABF, parce que quand vous en dialogue étroit avec l'ABF. Voilà, oui. Là, c'était un peu malgré quand même au départ. Après, on a bien dialogué. Un établissement tout neuf, donc qui accueille, vous le voyez aujourd'hui, 177 lits et places spécialisés, donc qui n'est plus polyvalent, spécialisé en filière du CHU d'Amiens et du CH de Beauvais en neurologie et en gériatrie. Et du coup, le château, que l'on a cédé pour un euro symbolique à la communauté de communes, est devenu une maison de santé pluridisciplinaire. Et où nos deux projets, finalement, non seulement cohabitent, mais se nourrissent l'un de l'autre, parce que l'établissement est un vecteur d'attractivité, y compris pour des médecins généralistes à côté, des professionnels de santé, et du coup le château entièrement rénové est aussi un élément d'attractivité pour nous, parce qu'il y a de la médecine générale qui est en train de disparaître de cette commune de Breteuil, qui s'est réinstallée sur les quelques derniers mois. Donc un vrai projet main dans la main sur un territoire où, a priori, vu de Nantes au départ, quand vous êtes entre Amiens et Beauvais, vous vous dites, bon, l'établissement il sera ou à Amiens ou à Beauvais, mais il ne restera pas à Breteuil. Mais finalement, il y est, et il accueille quasiment 200 patients tous les jours aujourd'hui. Donc non seulement des solutions et des projets autre part que pour les métropoles, mais aussi peut-être un autre mode de dialogue et de collaboration qui est permis sur ces territoires. Autre échelle, rien à voir. Alors là, on est sur un projet totalement différent, mais une ville de tous les âges, c'est aussi d'ouvrir les établissements. Et c'est l'exemple d'un de nos établissements à la Salle Saint-Cloud, 100% Alzheimer, entre guillemets, donc avec des gens qui souffrent de troubles cognitifs très sévères, très marqués. Et là où on a mis en place depuis maintenant 2 ans des ateliers autour du théâtre intergénérationnel, donc avec des adolescents, dans les locaux dans le théâtre de la Salle Saint-Cloud, donc avec des adolescents qui partagent une passion avec des personnes âgées, et qui ont même, on a eu la chance nous au siège d'avoir eu la pièce de théâtre qui s'est jouée. Alors à l'époque les adolescents n'étaient pas encore partie prenante du projet, mais donc avec des acteurs qui sont particuliers parce que par nature, d'une pièce à l'autre, d'une représentation à l'autre, ils oublient forcément le texte, hein. Et donc c'est une adaptation constante de la part de nos équipes et de l'auteur pour faire en sorte qu'ils soient vivants et réactifs et de vrais acteurs, et c'est assez bluffant pour les avoir vus 2 fois. C'est assez bluffant, y compris il y a une dame là qui est à droite, là, une grande dame à droite qui est allemande d'origine, qui ne parlait plus allemand depuis bien longtemps et qui reparle allemand quand elle joue au théâtre. C'est impressionnant. Avec en plus l'intérêt de l'avoir vu 2 fois, mais c'était donc 2 pièces différentes. C'est jamais la même pièce. D'accord. Donc là, c'est plus qu'une ouverture des lieux, hein, c'est une sortie des patients. Et en plus, une logique d'intergénération. Exactement, tout à fait. Alors là aussi, c'est une question de sortie, on sort. Là, c'est un projet avec la commune de Saint-Rogatien, enfin un projet, c'est une réalisation, avec la commune de Saint-Rogatien, c'est-à-dire de comment finalement on peut, en autonomie la plus forte possible, aussi avec de l'accompagnement, finalement sortir des murs pour profiter de la commune et de la forêt, et ainsi de suite. Et donc on a conçu avec la commune 3 parcours de marche en fait, à partir de l'établissement, donc avec des repères, un peu finalement comme le voyage à Nantes, donc avec des repères au sol pour que les personnes âgées ne se perdent pas, la résidence de l'établissement pour le coup, et puis aussi avec des bancs, parce qu'on a testé, et puis tous les X mètres, il fallait des temps de repos, donc la commune a installé des bancs, donc un vrai travail en partenariat pour dire, on construit 3 parcours de marche, entre guillemets, qui vont permettre à certaines personnes âgées d'être en autonomie pour se dire je ne me perdrai pas parce que de toute façon je suis le chemin qui est créé et puis quand je suis fatigué j'ai le banc qui est au bon endroit. On imagine la transposition du dire d'expert donc âgé dans l'espace public urbain, hein, avec notamment les questions des assises, du repos, etc. et d'autres questions du comment est-ce qu'on peut à la fois vieillir et continuer à parcourir la rue. Donc là, il y a beaucoup de choses. Ah, voilà. Alors, ville de, ouais, mais je sais pas. Ah, voilà. Alors, ville de tous les âges, c'est aussi le début de la vie.
Donc on a la chance effectivement d'avoir lancé une petite activité de crèche il y a quelques temps maintenant. Là aussi en partenariat fort avec les acteurs du territoire, c'est-à-dire que la particularité de nos crèches, donc ce sont des crèches d'entreprise à destination des entreprises, donc des salariés d'entreprises, et aussi des collectivités territoriales. Donc la préfecture de région nous a pris un certain nombre de places dans nos différentes crèches. La chapelle Saint-Aubin, donc c'est à côté du Mans, la commune nous a réservé des places là pour ses habitants pour le coup. La commune de Carquefou nous a réservé des places là pour ses salariés de la commune. Et puis les photos d'espace intérieur que vous voyez sont des photos de la crèche de Vertou, donc juste à côté de notre siège, et qui accueille aussi une dizaine d'enfants de la commune de Vertou. Et on construit une deuxième crèche juste de l'autre côté du périphérique, et on accueillera là aussi d'autres enfants supplémentaires des entreprises environnantes et de la commune de Vertou. Donc, vous voyez les projets qui sont en cours. Donc le NA avec le point d'exclamation, évidemment, était le point d'exclamation était avant le N, était le LNA. Et donc vous voyez, on a aujourd'hui un certain nombre de structures, soit en projet, donc Vertou 2, entre guillemets, ouvre en avril, et puis le projet dit de Nantes Centre, lui, ouvrira en fin d'année 2020. Donc voilà, donc des projets là aussi dans les territoires, et avec les territoires, construits avec les communes, pour autant des projets de services qui sont aussi à destination des entreprises, puisque la crèche est ouverte sur des horaires assez larges. Ce sont des crèches bilingues. On a fait le choix effectivement d'avoir des salariés anglophones qui ne s'adressent aux enfants qu'en anglais. Donc, ils ne sont pas bilingues quand ils sortent de 3 ans de crèche, hein, je vous rassure ou je vous déçois, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le bain de langage et le bain culturel, ça permet d'avoir, pour les groupes des petits, des moyens ou des grands, des adultes qui ne s'adressent à eux qu'en anglais. Alors, bilingue, sans doute, mais pas bi-âge en tout cas. Vous travaillez à la fois sur le grand âge et sur la petite enfance, et pour autant, on n'est pas sur l'intergénérationnel. Je voulais qu'on en parle un petit peu sur les difficultés aussi que ça pose, ou les questions que ça pose, cette mise en dialogue de programmes différents sur le même lieu. Ce qu'on entend beaucoup, hein, on entend beaucoup parler d'équipement intergénérationnel. On en voit moins, non ? Alors, l'idée de départ, pour nous, c'était ça. Je me souviens très bien d'avoir regardé une émission de télé en voyant le fils d'un ancien ministre lancer une activité de crèche, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, et se dire, mais nous, on a une population féminine, jeune, et qui travaille 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc, on est pile poil c'était le début des crèches d'entreprise. Et donc ça a été le point d'entrée en fait, de se dire mais finalement on va faire des crèches dans nos établissements pour nos salariés. Et puis on a vite déchanté parce que c'était compliqué. Alors d'abord dans des établissements existants, vous n'avez pas, nos crèches accueillent une trentaine d'enfants, donc grosso modo c'est 400-450 mètres carrés de surface. Par principe, dans un SSR, dans un EHPAD, vous n'avez pas 450 mètres carrés à disposition au rez-de-chaussée qui n'attendent que d'avoir une trentaine d'enfants. Donc déjà dans les établissements existants, ça ne marchait pas. Et puis en plus, le métier de la crèche c'est un peu particulier parce que par nature le besoin, quand vous questionnez vos propres salariés sur est-ce qu'il y a besoin, de combien de places il y a besoin, ceux qui ont déjà des enfants de 3 ans, c'est pas un sujet. Ceux qui ont déjà des modes de garde, ils ne veulent pas en changer, pour la plupart. Puis ceux dont l'enfant n'est pas encore né, ils ne le savent pas. Donc vous avez, entre guillemets, une fenêtre de tir, si je me permets l'expression, qui est assez restreinte parce qu'il faut avoir envie d'avoir un enfant ou avoir un enfant dont le mode de garde n'est pas encore trouvé. Donc c'est assez faible finalement. Et donc quand on a posé la première question à nos salariés dans certains établissements, on a eu une demande. On s'est dit on peut faire une crèche pour un salarié, quoi. Donc du coup on s'est lancé dans une activité de manière assez étanche, effectivement, puisque nos crèches ne sont pas dans nos établissements et ne sont pas à côté de nos établissements. Pas complètement étanche parce que, notamment au Mans, on a des activités entre notre EHPAD du Mans et la crèche, mais enfin c'est assez occasionnel. Et puis ce qui est compliqué, c'est qu'on ne fait que des métiers d'autorisation, ARS toute seule, ARS plus conseil départemental côté EHPAD, et puis ici département plus CAF, c'est pas les mêmes services du département, bon voilà. Et c'est même pas les politiques c'est pas les mêmes politiques au sein du département parfois, parce que dans les PMI, donc
côté département, vous avez des médecins de PMI qui sont parfois totalement hostiles à l'intergénérationnel. Je discutais avec Madame Biotto l'autre jour de la ville de Nantes qui me disait nous on a eu beaucoup de mal récemment à ouvrir une crèche dans un EHPAD parce que le médecin de PMI disait non, c'est hors de question ça. Donc tout a été étanche. Donc il a fallu tout refermer en fait. Tout était très ouvert, il a fallu tout refermer. Donc nous on s'est lancé comme ça en parallèle. Là on y revient quand même en se disant il y a peut-être des modèles de micro-crèches notamment où les autorisations sont plus simples et il y a moins de place du coup. Et là on pourrait répondre, d'autant plus, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui me rassure juste c'est que c'est dans tous les métiers des problèmes d'attractivité et de recrutement qui sont énormes dans nos métiers du soin et de la santé. Ce qui me rassure juste, c'est que vous discutez avec n'importe quel dirigeant d'entreprise aujourd'hui, il vous dit exactement la même chose. Il ne sait pas recruter, il n'arrive pas à recruter. Bon. Donc ça n'est pas que dans notre secteur, mais c'est quand même beaucoup dans notre secteur. En tout cas, nous, on le vit de manière très active, j'ai envie de dire. Et donc, aider à recruter, la qualité du travail, ça passe aussi par ce type d'offres. Donc on est en train de réfléchir à des offres sur des plus petites structures dans nos établissements, notamment de santé, puisque là, il y a 150, 200 salariés. Donc on est en capacité sans doute de répondre à des besoins plus importants. Mais c'est pas une évidence parce qu'en plus quand vous ouvrez un EHPAD ou un SSR et que vous voulez mettre une crèche dedans, hors micro-crèche, s'il faut attendre de cumuler les autorisations en même temps, ainsi de suite, c'est compliqué à obtenir. Et donc vous rebouclez finalement sur l'idée initiale qui était les besoins de vos propres salariés. Voilà. Alors sur ces questions-là, on retrouve finalement à chaque fois, que ce soit sur ce croisement des âges sur un même lieu ou sur ce croisement dans la rue ou voire au théâtre, on retrouve cette question du vivre ensemble. Je pense que à la fin, c'est aussi ça, et c'est peut-être surtout ça. C'est comment est-ce qu'on fait la ville qui permet de vivre ensemble, où chacun finalement trouve ce dont il a besoin, que ce soit à la fois le soin ou l'accompagnement, pour retrouver pas uniquement la santé, mais l'épanouissement, c'était ça les termes. Alors, je vous propose qu'on ait quelques questions. Je ne sais pas qui tient l'horaire et qui dit quand on s'arrête. Je ne sais pas s'il y a des questions pour nos intervenants. Alors, on passe directement à la deuxième. La première est toujours très complexe à trouver. Donc, une deuxième question. Bonjour, je voulais revenir sur le sujet hors les murs, là, sur l'expérience dans le Var. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous pensiez développer sur d'autres régions et dans d'autres lieux. Alors je sais pas vous répondre. Pourquoi ? Parce que je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas, contrairement à d'autres acteurs d'ailleurs que je vois là-bas, d'activité de tourner vers le domicile, vers la personne âgée pour le moment. Nous avons de l'HAD, on accompagne à peu près 530 patients, je crois, tous les jours en HAD sur nos 7 structures d'HAD. Donc là, on a une bonne expertise maintenant de ce métier-là, mais qu'on a découvert parce que le métier du domicile, quand vous êtes dans des murs, il y a plein de contraintes, mais la logistique est un souci assez mineur. Quand vous êtes hors les murs, par nature, le premier sujet, c'est la logistique. Comment amener le médicament, le matériel médical, optimiser les tournées des soignants, et ainsi de suite. Faire face aux contraintes du domicile, il faut se stationner, il faut circuler, le domicile est, la vie, bien souvent pas adapté, que le patient soit âgé ou pas. D'ailleurs, quand il est malade, le domicile est en général assez peu adapté. Donc on a découvert ce métier-là et beaucoup travaillé sur l'organisation, y compris managériale, de nos équipes sur le domicile. Côté expérimentation qu'on a lancée là dans le Var, donc c'est une expérimentation encadrée par l'ARS et financée par l'ARS. Et aujourd'hui, clairement, nous semble-t-il, de côté acteur privé, il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut être clair, être payé pour la coordination, l'astreinte infirmière de nuit, ainsi de suite, c'est très bien, on apprend, on le fait, mais demain l'ARS arrête son expérimentation, le système il s'écroule parce que le bénéficiaire il ne paye rien. Si, il paye déjà les services qu'il utilise à domicile, donc il ne va pas payer en plus pour la coordination. Bon. Pour autant, c'est très surprenant parce que pour avoir présenté le projet à une autre ARS récemment et un ancien ministre, et bien tout de suite,
eux, leur réaction, ça a été de dire « Ah mais voilà, c'est ça qu'il nous faut. Il faut des acteurs de terrain avec une base arrière, entre guillemets, établissement structuré, qui coordonnent tous ces services-là. » Et nous, c'était pas une évidence du tout pour nous. Donc finalement, ça a un prix pour eux, entre guillemets, enfin pour les pouvoirs publics, ça a un prix de dire on accompagne le plus longtemps possible à domicile des personnes en fragilité, là en l'occurrence âgées, et il faut un acteur solide qui soit capable de coordonner, de sécuriser et d'offrir des solutions de répit d'urgence, puisqu'on a un lit d'urgence qui est immobilisé en fait, hein, de dire bah, le jour où il y a un pépin, paf, et c'est arrivé déjà, la personne est hébergée tout de suite. Et ça, finalement, ça a un prix, entre guillemets, et nous, on n'imaginait pas forcément que ça a un prix. En tout cas, donc voilà, cette première expérience, on va voir, on va découvrir, et on est en train de réfléchir justement à se dire bah, quels sont les services qu'on peut proposer à partir de murs, c'est-à-dire, c'est du hors les murs, mais c'est à partir d'une base arrière solide, parce que une des grandes fragilités des services à domicile aujourd'hui, c'est justement le fait d'avoir des activités qui sont par nature économiquement fragiles, par elle-même en fait, et pas forcément avoir de base arrière un peu plus solide, quoi. Et l'expertise en gériatrie, elle est au gérontopole, c'est clair, pour le côtoyer souvent, et elle est aussi dans les établissements. On a des experts du sujet âgé qui sont dans nos murs et qu'on est en capacité certainement de déployer au profit de personnes qui veulent rester à domicile, pour l'aménagement du logement, pour l'accompagnement des aidants, pour expliquer la maladie, les premiers troubles, comment on réagit, ainsi de suite, et puis pour soulager aussi de temps en temps. Et donc un modèle économique qui reste encore à finaliser, hein, qui reste très clairement à trouver. En même temps, on peut imaginer que pour l'acteur public, il y a une économie globale à tout ça, avec des personnes qui sont chez elles et pas dans une institution. Oui, parce que, je vais prendre un autre exemple, le déploiement des astreintes infirmières de nuit dans les EHPAD, là pour le coup. On a 80% de nos établissements aujourd'hui qui sont avec présence physique d'infirmières de nuit ou astreintes infirmières. Eh bien, ça a une retombée, alors que nous, à l'échelle de l'établissement, on ne sait pas forcément mesurer, mais l'assurance maladie, elle le sait, c'est que le pire pour la personne âgée, et pour l'hôpital d'ailleurs, c'est l'hospitalisation en 2 jours ou 2 nuits. J'arrive aux urgences, je reste sur un brancard toute la nuit, et puis on me renvoie de toute façon le matin parce que j'ai rien à faire là. Donc il vaut mieux investir sur une présence médicale permanente. Exactement. Et éviter finalement l'hospitalisation. Il y a eu un rapport récent, parce que là du coup, avec la future loi grand âge autonomique, là qu'on nous promet pour une fois que les retraites ce sera bouclé, le secteur fourmille de réflexion et de rapport. Et il y avait un rapport récent sur comment éviter les hospitalisations évitables des personnes âgées, et qui reprenait un certain nombre d'éléments de l'enquête qui avait été menée par le gérontopole de Toulouse en 2010, je crois, 2010-2011, l'enquête Pléiade, et qui montrait qu'une personne âgée, quand elle allait à l'hôpital, ressortait 2 fois plus dépendante. Donc on y allait pour être soigné, et finalement on ressort en perte d'autonomie, notamment quand vous avez des troubles cognitifs. Alors là c'est très compliqué, c'est une catastrophe. Donc il faut éviter, évidemment, ce qui est évitable. Il ne s'agit pas d'arrêter les hospitalisations de personnes âgées, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais éviter le plus possible l'hospitalisation, notamment les hospitalisations évitables, en médicalisant finalement les structures d'accueil. Une autre question ? Juste pour compléter sur cette question, et je suis complètement d'accord avec toi, aujourd'hui les expérimentations qui sont mises en œuvre, en tout cas sur notre région, sur cette coordination des acteurs gérontologiques par des EHPAD, et ça avec le soutien aujourd'hui, entre autres, de l'appel à projet de l'ARS, qui s'est bouclé récemment, puisqu'il a été bouclé en septembre, et où il y a 8 EHPAD qui ont été retenus pour ce type d'expérimentation. Nous avons la chance d'en accompagner 2 sur 2 secteurs, un sur la Sarthe et un sur la Maine-et-Loire, mais tout est à construire, et on est vraiment sur cette coordination, sur l'appui, en tout cas d'acteurs solides, c'est exactement ce que tu dis. Il y a la réflexion aussi avec les HAD, hein, quelque part, qui sont de dire, est-ce qu'on part quelque part du domicile ou est-ce qu'on part de l'EHPAD, hein, c'est une réflexion à avoir, mais quelque part, partons du pilote sur le territoire le plus solide, parce qu'il n'y a pas des EHPAD partout comme il n'y a pas de HAD partout. Donc partons de ce qu'on a, hein, je pense que c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on se dit en effet qu'aujourd'hui, sur la possibilité économique, on a encore tout à construire. Mais ces expérimentations, elles ont au moins le mérite d'exister et d'être développées aujourd'hui, ou en tout cas sur notre région de manière assez forte.
Le deuxième point, c'est qu'on voit des choses extrêmement intéressantes qui naissent sous la coordination, parce qu'il y a ces coordinations, mais il y a aussi de nouveaux métiers qui naissent. Et on voit, entre autres sur Nantes, pour ne pas la citer, je pense à Senior Coordination, mais il y en a d'autres, où il y a des infirmières qui aujourd'hui prennent la place de l'aidant, ou en tout cas sont accompagnantes de l'aidant, et vont coordonner l'ensemble des services, et ça sous conseil du médecin, pour accompagner à domicile la personne âgée sur l'ensemble de ces services. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que c'est des métiers qui n'existaient pas et qui se mettent en place de manière privée et qui, pour répondre à la question du financement, sont aujourd'hui considérés comme service à la personne. Donc on a les fameux 50% de réduction d'impôts derrière qui permettent de soutenir en tout cas ces interventions. C'est juste pour compléter. Alors ma question concerne les résidences-services qui, elles, ne sont pas médicalisées, mais qui aujourd'hui fleurissent en particulier dans les métropoles. Et je suis très dubitative sur leur modèle économique, puisqu'elles visent une population qui démarrerait à 65 ans pour aller jusqu'au grand âge, donc la dépendance. Et bien sûr, on ne parle pas de comment elles passent de l'autonomie à la dépendance dans ces établissements. Donc j'aimerais avoir votre point de vue, parce que pour moi, elles fleurissent partout, mais je ne vois pas jusqu'où elles vont aller comme cela. Et puis, puisqu'on a en ce moment un débat sur la retraite, les retraites à venir, je ne parle pas de la retraite par points, mais globalement, les retraites à venir vont être moindres que les retraites d'aujourd'hui, parce que les parcours de travail sont beaucoup plus chaotiques, enfin, pour certains. Donc je me disais, où va-t-on? Les résidences-services serviront-elles à quelque chose encore demain, et pour qui? Et que fera-t-on pour les personnes dépendantes plus modestes? Je rebondis juste sur cette notion, je vais me permettre, le patrimoine immobilier notamment, il est dans les mains des plus de 65 ans. Donc le sujet des retraites, oui, ben aujourd'hui, mais les plus de 65 ans aujourd'hui, ils ont encore 20 à 25 ans d'espérance de vie quand même. Donc il y a quand même... Donc certes, c'est un sujet, mais enfin, regardons les chiffres, le patrimoine, il n'est pas chez les moins de 25, enfin les moins de 30 ans aujourd'hui en France, il est chez les plus de 65 ans. Donc le sujet de la question, mais Valérie l'a bien dit, il y a les métropoles par contre concentrent les plus grandes fragilités et en même temps les retraités les plus aisés. Mais enfin, globalement quand même, je le répète, la situation n'est pas catastrophique. Je veux dire, c'est ça que je voulais dire. C'est 50% du capital pour 25% de la population. Après, pour répondre à votre question, je vais essayer de ne pas me fâcher avec trop de monde. Alors, pas sur la retraite à point. Non. Sur les résidences-services, nous, on n'en fait pas. On n'a pas cette activité-là. Pour deux raisons, et je vous rejoins sur une des raisons. C'est un parti pris. Même s'il y a des acteurs de résidence-service qui sont solides aujourd'hui. Nous, je sais qu'on travaille un peu, notamment avec Domitis, on ouvre un SSR, là, j'ai été hier soir à HR, prochainement. À côté se construit une résidence-service Domitis, et on est en train de faire la même opération à Céris, où ils viennent s'implanter à côté d'un de nos SSR et EHPAD. Donc il y a des gens sérieux dans le secteur, pour autant. Pourquoi on ne le fait pas? Pour deux raisons. D'abord que la première, c'est que quand vous partez vous appelez le noblage, vous n'avez que des EHPAD, vous devenez opérateur de santé, HAD, SSR et compagnie, la souplesse a des limites et qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire tous les métiers et quand vous allez plus vers l'expertise médicale, vous ne revenez pas finalement vers moins d'expertise médicale et de l'hôtellerie et du service. Donc c'est la première raison d'abord qui a fait qu'on n'est pas allé vers la résidence-service nous, parce que finalement ça venait dans un mouvement contradictoire avec notre propre mouvement au sein de l'entreprise. Puis la deuxième raison, c'est que je vous rejoins, nous considérons que c'est un métier de promoteur et qu'il n'y a pas de viabilité économique aujourd'hui dans la plupart des résidences-services. Dans la plupart, je dis bien des résidences-services. Et que du coup, nous on n'est pas un promoteur. Mon père était promoteur immobilier, mais il y a plus de 30 ans. Il a fait un choix clair un jour de changer de métier. Et que nous, on est un exploitant. On ne détient pas nos murs, d'ailleurs, on ne détient jamais nos murs. On est locataire. On n'est que acteur du secteur sanitaire et médico-social. Et on n'est pas un promoteur. Et que du coup, dans les modèles économiques, on en a vu chez un certain nombre d'acteurs, en tout cas privés, eh bien, c'est comme le vélo en fait. Faut pas s'arrêter de pédaler.
parce que sinon vous tombez. Donc nous, on considère dans ces métiers-là que si c'est la course constante au développement, à un moment donné, le développement s'arrête peut-être et ça devient compliqué. Donc voilà pourquoi, nous, la deuxième raison pour laquelle, donc je partage un peu votre avis, c'est que on a évidemment besoin, et Valérie l'a un peu abordé tout à l'heure, d'habitat adapté, d'habitat intermédiaire, c'est évident. Enfin, le sujet, c'est pas de dire tout le monde va rentrer en EHPAD à 85 ans, puis en plus, ça concerne une infime minorité des seniors. Donc il y a évidemment besoin d'habitat adapté, du domicile, d'adapter le domicile des personnes, et puis aussi de leur faire franchir un cap. Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est plus difficile quand on est en zone rurale, de dire à un moment donné, votre domicile ne sera jamais adaptable. Donc il faut aller dans un domicile adapté et retrouver une vie sociale aussi avec des services, ainsi de suite. C'est très bien. Après, est-ce qu'il en faut autant qu'on en construit aujourd'hui? Ça, on le saura à la fin. Nous, ce qu'on a juste pu constater quand même, c'est que au début des années 2010, quand la loi Hôpital Patient Santé Territoire s'est mise en place, et que ça a été la mise en place des appels à projets pour créer des EHPAD, et plus un système où vous aviez un terrain, vous aviez repéré un besoin, vous construisiez un EHPAD, et puis hop, c'était parti. Vous obteniez des autorisations évidemment, mais c'était parti. À partir du moment où l'État a repris la main pour dire non, il y aura des créations quand moi je l'aurais décidé, eh bien tous les constructeurs se sont dit, ah mince, pour la résidence étudiante, on va peut-être pas en faire quand même des dizaines encore de milliers, les EHPAD on n'en fait plus, on va faire de la résidence service senior. Le point de bascule il est là quand même. Donc à un moment donné, oui, il y a un besoin, c'est clair. Est-ce qu'il y a autant besoin qu'on en construit? On verra. Besoin résidentiel ou besoin d'investissement? On va... Ouais. Juste pour prendre le contre-pied, parce que moi j'aime bien prendre les contre-pieds. Un exemple pour répondre à la fois à votre question financière et à la fois à la question de la résidence senior avec un exemple, l'exemple de la Croix-Rouge. Moi j'aime bien cet exemple, on y était il n'y a pas très longtemps. Hein. Et ils sont adhérents au Gérontopole et avec les cafés des adhérents, tu sais, on montre toujours un peu qu'est-ce qui est un peu innovant et un peu différenciant. Et donc la Croix-Rouge, alors je sais jamais si c'est Canclou, mes lunettes. Canclou, a mis en place en fait une résidence senior, mais cette résidence senior, elle est complètement intergénérationnelle. Et ça répond à votre question que vous aviez et la question de l'intergénérationnel. On a une crèche, on a de l'accueil familial, on a des appartements pour des couples en difficulté et on a des femmes isolées et on a une résidence senior. Au milieu, vous avez un magnifique parc, des coqs et des poules. Je ne sais pas comment ils font pour dormir, moi ça me réveille tous les matins. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire qu'il y a un coordinateur qui est là, en fait, pour créer du lien entre toute cette diversité. Et ça, c'est une vraie diversité. Alors, évidemment, il y a une cellule psychologique qui accompagne, hein, parce qu'on est quand même dans des situations qui peuvent être compliquées. Néanmoins, le constat aujourd'hui, il est extrêmement positif. D'abord, la résidence, elle est complète. On est sur un niveau social qui reste un niveau social en difficulté, même dans le cas de la résidence senior, avec un véritable soutien de ces femmes isolées par les seniors qui peuvent garder de temps en temps les enfants pour les dépanner inversement et qui, quand ils voient que la jeune femme, la nuit, elle n'est pas dans sa chambre, en tout cas elle n'est pas dans son appartement avec son enfant qui est couché, et la petite mamie qui déambule, parce que souvent la nuit, ou le petit papy qui déambule, parce que souvent la nuit ils ne savent pas quoi faire, et puis voilà, on déambule un peu. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais remonte, s'il te plaît, remonte. Ton enfant, il est là-haut. Et mine de rien, c'est de belles histoires de vie, ça. C'est de belles histoires de vie qui se créent, et c'était juste sans reprendre le contre-pied en disant, il n'y a pas que des promoteurs, il y a aussi de belles histoires d'intergénérationnel, de possibilités diverses et variées. Et là, le futur projet, cette fois-ci, c'est avec une cellule handicap et une cellule résidence senior. Alors, on n'est pas sur des handicaps lourds, on est sur la trisomie, hein. Mais on sait que les économiques sont quand même super sympas. On a la chance d'avoir le reflet sur Nantes, hein, on le voit. Et je pense que ça peut créer encore une fois une belle mixité. Puis c'est des projets qui ont déjà d'ailleurs que tu as accompagné, qui existent déjà ailleurs, au niveau national. Et ça fait pendant sur notre belle région, et tant mieux. Voilà, c'était un peu pour le clin d'œil. Moi, j'ai une dernière question. Et pour bien connaître ce projet, c'est un projet qui a été porté extrêmement politiquement. Et donc, ça veut bien dire que quand c'est porté politiquement, on peut aussi, je dirais, aplanir les difficultés dont tu parlais, Willy, sur les fonctionnements en silo et les autorisations en silo, finalement, dont on peut crever parfois sur certains projets. Moi, j'ai une question. On est sur une thématique de bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé.
la ville de tous les âges. On est dans une période de campagne municipale, de pré-campagne municipale. Enfin, là, je pense qu'on y est vraiment là. Vous évoquez l'évolution de l'habitat. On avait participé, nous, à IA, au début du Gérontopole, à des travaux de groupe sur cette évolution de l'habitat. On avait pointé du doigt un certain nombre de problématiques qui sont clairement liées au coût du foncier, au coût du mètre carré pour faire évoluer, enfin au coût de construction au mètre carré pour faire évoluer ces logements, enfin à des sujets qui font pas rêver, mais qui sont la réalité et notre quotidien en termes de concepteurs et de constructeurs. Est-ce que vous travaillez, vous, Gérontopole, et vous, acteurs de santé, avec le politique, au sens large, pour faire évoluer cela? Parce que sans portage politique de ces grandes problématiques, de ces évolutions urbaines, il ne se passe pas grand-chose. Donc il y a de vraies volontés. C'est une question à la fois sur ce territoire-là et plus largement au niveau national. On avait un peu anticipé. Donc le conseil régional, les 5 conseils départementaux, l'ARS, la CARSAT, ont été présents dans un copil qu'a mis en place le Gérontopole Pays de la Loire pour traiter ces sujets de manière un petit peu différente, par des guides un peu digestes et qui ont été transmis à tous les élus des territoires au cours de la grande messe du conseil régional qui rassemble tous les maires de la région qui s'est tenue en novembre dernier. Et donc on leur a remis ces guides, un guide sur l'habitat. On a un guide, alors je ne les montre pas, l'étude sur l'état des lieux et perspectives démographiques. Ils sont assez courts, mais il y a des préconisations dedans. Ça, c'est la base. On commence par expliquer de quoi on parle. L'adaptation du territoire au vieillissement. Derrière, l'apport territorial des personnes âgées. Parce que on sort de la ville, on va dans le milieu rural, la place du bénévolat, la place des seniors en tant qu'élus. Enfin, mine de rien, c'est une véritable économie. Les seniors, demain, s'ils ne sont plus là, on se pose la question. Donc nous, la prochaine étude qu'on va mener cette année, c'est justement la place du bénévolat et des seniors, parce que ça, c'est quelque chose qui évolue extrêmement vite. Donc le Gérontopole veut vraiment s'attaquer à ce sujet pour continuer à travailler avec les élus main dans la main à des solutions, parce que économiquement, il va y avoir des difficultés dans des petits bourgs, dans des petites communes, ça c'est certain. L'apport, l'équilibre et déséquilibre territorial de l'action gérontologique. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui existe? De quoi parle-t-on? Et évidemment, alors là, tu as juste le digeste, mais derrière, il y a quand même un rapport de plus de 120 pages sur la place de l'habitat pour sensibiliser aux différentes possibilités aujourd'hui. Et ça n'aurait pas pu être fait sans les conseils départementaux, encore une fois, sans l'ARS, sans le conseil régional. Et c'est leur appui qui nous permet de diffuser ces guides et de sensibiliser les élus. Et puis là, en ce moment, je fais le tour des AMF pour les vœux. Voilà. Donc, chaque AMF, voilà, on présente les vœux. Puis on présente la synthèse de ces 5 guides pour sensibiliser, parce que certains sont réélus, d'autres non. Mais en tout cas, les agents techniques restent là. Et puis, c'est un moyen derrière de dire, n'oubliez pas cette thématique. Donc oui, il y a un vrai travail. Et c'est pas parce qu'il y a une réélection qu'on s'arrête là, bien au contraire. Et puis, il est prévu cette année, avec les départements en tout cas, avec la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Vendée, puisqu'on réédite avec la Vendée et les AMF associés, la Sarthe également, de mettre en place, une fois que les élections seront passées, une conférence. On verra les thématiques les plus probantes en fonction des conseils départementaux et de ce qu'ils ont envie de mettre en avant, mais du sujet transition démographique et territoire, avec l'AMF et les conseils départementaux. Voilà, en tout cas ce que je vous ai cité. Donc on a hâte de le faire, mais oui, notre présence aux côtés de l'accompagnement des élus, éveiller cette sensibilité pour derrière accompagner avec les acteurs gérontologiques sur le territoire, c'est juste indispensable. Donc il faut accompagner les élus, vous le faites maintenant, il faudra le faire après les élections, après le renouvellement, puisque même s'il n'y a pas de limite d'âge pour être élu local, on le sait, ça se voit parfois, il y aura quand même du renouvellement. Merci beaucoup pour ces interventions. Emmanuel, je te laisse peut-être conclure, au moins sur des précisions logistiques. Oui, juste sur la logistique. Un grand merci à Willy et à Valérie, parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents à aborder, et je trouve que
comme souvent dans notre région, on est souvent en avance sur plein de choses. Je revendique un peu ça. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie belle dynamique et qui embarque, Valérie en a pas parlé, mais qui embarque l'ensemble du monde de l'entreprise et l'ensemble des sujets économiques qui embrassent cette thématique de la ville de tous les âges et de cette problématique qui n'est pas un tsunami, mais qui est quand même un vrai enjeu et économique et politique. Donc un grand merci. Et puis nous avons un verre que je vous propose de prendre ensemble juste à côté. Bonne soirée.